Bienvenue dans notre série podcast Dynamiser son enseignement avec la vidéo. Un podcast consacré à la conception de vidéos pédagogiques accessibles et engageantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir les astuces pour rendre vos supports, comme la vidéo, véritablement accessibles à toutes et à tous. Sous-titres, audio-description, transcription, contraste des couleurs, lisibilité des textes. Autant d'éléments qui permettent à chaque apprenant, quelles que soient ses particularités, de consulter le contenu sans difficulté. Vous verrez que rendre une vidéo inclusive, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une formidable opportunité de créer des ressources plus claires, plus efficaces et plus universelles. C'est parti pour l'épisode 6 de la série podcast Dynamiser son enseignement avec la vidéo, créé par le service ICAP de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Bonjour André Tricot, merci de rester avec nous. Pour cet épisode, nous voulons aborder la scénarisation des vidéos pédagogiques. Pourriez-vous nous éclairer sur comment structurer la présentation de l'information ? En signalant tout de suite une immense limite de la vidéo. C'est que la vidéo produit deux effets contraires qui sont très difficiles à comprendre, mais et surtout de comprendre comment le même support produit deux choses inverses. Si je me place du point de vue de l'apprenant, le gros problème de la vidéo, c'est qu'elle peut vous submerger d'informations. L'enseignante ou l'enseignante qui a conçu pour lui la vidéo est simple, il comprend tout ce qu'il montre, mais pour un apprenant, c'est beaucoup d'informations à la fois. Par exemple, quand on représente un phénomène dynamique complexe, et pire encore, la vidéo, c'est un support de présentation d'informations transitoires. C'est-à-dire que si j'ai raté une image à un moment donné, c'est trop tard, la vidéo continue d'avancer. Alors que si je vous donne une image fixe, l'image fixe, vous arrêtez dessus, elle est là, elle ne part pas. Et donc le côté éphémère de la vidéo, ce caractère labile de l'information dynamique, qu'on a aussi avec les fichiers son, est un énorme problème avec la vidéo. C'est pour ça qu'il y a énormément de travaux sur les pauses dans les vidéos. Par exemple, on s'est rendu compte dans une étude il y a quelque temps que des personnes dyslexiques, vous leur présentez la même information sonore, par exemple, vous leur racontez une histoire, vous savez peut-être que les personnes dyslexiques ont des difficultés de compréhension, pas que quand on leur donne un texte écrit, mais aussi quand ils doivent écouter un texte lu par autrui. Vous prenez le même support, vous insérez des pauses de 3 secondes, 4 secondes à la fin de chaque phrase, tout d'un coup, il n'y a plus de différence entre les dyslexiques et les normolecteurs. Très intéressant de souligner l'importance des pauses. Pourriez-vous nous préciser comment les intégrer efficacement dans une vidéo ? Une vidéo ou un fichier son, c'est un flux continu d'informations. Donc, si l'objectif pour l'apprenant, c'est de comprendre ce qu'on me montre, de comprendre ce que j'écoute, on voit tout de suite que l'élève, l'apprenant, l'étudiant, est en double tâche. Il faut que j'encode de l'information visuelle et sonore, et il faut que je comprenne. Si on est submergé par l'information entrante, il y a trop d'informations, elle est trop complexe, elle est éphémère, puisqu'elle est continue. Ça devient très difficile dès que le contenu est exigeant, parce que pendant que j'encode un contenu exigeant, je dois le comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand, à la fin de chaque phrase, à la fin de chaque idée, on fait une pause de 3 ou 4 secondes? Et pendant un moment, l'individu n'a plus à encoder de l'information. Il a juste à comprendre. Donc, au lieu d'être dans deux tâches en parallèle, encoder et comprendre, on lui met les deux tâches en série. Il y a des moments où j'encode, des moments où je comprends. Et du coup, pendant que je comprends, je n'ai plus d'informations nouvelles à traiter. Et la littérature sur l'insertion des pauses dans les vidéos est extraordinairement cohérente.
Dès qu'on insère des pauses, les personnes comprennent mieux, en particulier les personnes porteuses de troubles. Ici, j'ai pris dans le domaine du langage. Il est évident que les pauses jouent un rôle essentiel dans la compréhension des informations transmises. Maintenant, je voulais savoir, Franck Amadieu, comment nous pouvons réduire au maximum la charge cognitive lorsque l'on conçoit une vidéo ? Alors, pour réduire la charge cognitive, justement, la vidéo en soi n'est pas l'outil pour réduire une charge cognitive, mais plutôt la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si la conception de cette vidéo est adaptée pour que la charge cognitive sollicitée soit raisonnable et pertinente. C'est-à-dire qu'en gros, on demande à l'élève ou à l'étudiant de se concentrer sur les éléments pertinents. Donc il y a plusieurs principes. Il y a beaucoup de travaux depuis une trentaine d'années sur cette question-là, avec des choses assez robustes et répliquées. Donc je vais vous en donner quelques principes majeurs. En gros, si je veux faire une vidéo qui soit la plus efficace possible et qui ne surcharge pas, on va dire, les apprenants sur le plan cognitif. Premier point, il faut que notre vidéo aille à l'essentiel, qu'elle ne présente que l'information pertinente pour l'apprentissage. Si elle présente des informations de décoration, d'illustration, qui sont là pour faire joli, mais qui n'apportent pas d'informations pertinentes, alors déjà on peut se dire que c'est pas une bonne solution. Donc premier conseil, enlever toute information inutile pour l'apprentissage strict. Ça, c'est un premier point. On réduit la charge de ce point de vue-là. Deuxième point, l'information est transitoire. Comme l'information est transitoire, la mémoire de travail, généralement, n'est pas en capacité de tout mémoriser et de tout intégrer en mémoire. Impossible. Donc, je vais avoir besoin que l'on m'aide à faire des choix et que l'on m'aide à structurer l'information. Donc, on sait que pour mieux mémoriser, on a besoin de structurer l'information en mémoire. Une vidéo, son problème, souvent, c'est qu'elle a un flux continu, pour la plupart des vidéos classiques. Et donc, on n'a pas de structure de l'information. On a un flux continu. Et on part du principe que on va intégrer au fur et à mesure ce qu'on entend. Or, on sait que c'est difficile. En revanche, ce qui peut aider, c'est d'apporter une structure de la vidéo à l'apprenant. Un exemple, vous chapitrez la vidéo. Je vais dire, premier point ou première étape de la vidéo, premier chapitre, très court, c'est tel point qui est évidemment pédagogiquement pertinent, c'est-à-dire que l'enseignant a décidé que c'était ce point-là qui est intéressant. On joue ça et on s'arrête. Et on échange sur ce point-là avec les étudiants. Deuxième point, deuxième étape, on peut continuer la suite, puis troisième étape, quatrième étape, ainsi de suite. Mais on peut annoncer dès le départ, et ça on le fait pas intuitivement, on peut annoncer le plan déjà de la vidéo, comme on annoncerait un plan de cours. En fait, annoncer un plan de cours, c'est très utile pour les étudiants. Annoncer un plan de la vidéo, même si celle-ci est courte, alors si elle dure 30 secondes, j'entends qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt, mais si elle dure 5 minutes, ça vaut le coup, effectivement, d'annoncer un plan, en tout cas la façon dont elle est chapitrée. Ça permet à l'étudiant d'intégrer au fur et à mesure l'information sur la base de cette structure qu'on lui a donnée. Et on sait que plus, en gros, je vais pouvoir rentrer les informations dans des cases préalables que je me suis construites en mémoire, plus ça va être facile de maintenir l'information en mémoire. Donc, on va chapitrer les vidéos et donner une représentation de cette structure aux étudiants. Ça peut être le plan, ça peut être une carte de concept, ça peut être ce qu'on veut. Autre point intéressant pour améliorer, donc troisième point, je dirais intéressant pour les vidéos, c'est de laisser certaines informations qu'on juge en tant qu'enseignant extrêmement importantes, toujours apparentes, soit sur la vidéo, soit à côté de la vidéo. Il y a quelques travaux qui se sont intéressés à ça. Vous avez une information très importante. Prenons l'exemple de la photosynthèse. Je vais présenter le mécanisme de la photosynthèse. Et à des moments, j'ai plusieurs étapes. Il y a des moments clés. Il y a des moments que j'aimerais que les étudiants gardent en mémoire. Sauf que ce moment-là, il disparaît puisqu'il est remplacé par les autres étapes. Eh bien, je vais garder, par exemple, une capture d'écran à côté qui s'affiche et qui montre l'étape numéro 1 du mécanisme, puis l'étape numéro 2, puis l'étape numéro 3. Ce qui permet à l'apprenant de revenir régulièrement, pendant la vidéo, pendant une pause de la vidéo, aux étapes précédentes pour rafraîchir en mémoire. On a besoin de rafraîchir en permanence. C'est pas parce qu'on a vu une chose qu'on l'a intégrée, on a besoin de la maintenir en mémoire. Et pour pouvoir la maintenir en mémoire, il faut y revenir régulièrement. Donc, l'inconvénient des vidéos, c'est cette information transitoire. Une façon de contrer ça, c'est de garder statique uniquement les informations, donc toujours présentes, mais les informations qu'on juge les plus importantes. Il ne s'agit pas de tout garder, sinon c'est contre-productif. Donc voilà, ça c'est un point qui me semble important. Je dirais un autre point encore, un quatrième point important pour concevoir une vidéo intéressante, c'est le guidage. C'est-à-dire qu'il va falloir guider l'apprenant dans sa prise d'information, et je dirais aussi le guider dans sa façon d'étudier la vidéo.
Donc si je prends l'exemple du guidage pour la prise d'information, tout ce qui va en gros concerner des indices visuels par exemple, des flèches qui apparaissent, qui vont attirer l'attention de l'étudiant sur tel élément de la vidéo plutôt qu'un autre, on sait que ça contribue. Attention, ça suffit pas, hein, mais c'est une contribution. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler du guidage attentionnel. On va guider la personne vers les bonnes informations parce qu'il y a peut-être trop d'informations à un moment T dans la vidéo. Et aussi, on va faire du guidage, je dirais, dans l'activité pédagogique, dans la façon d'aborder la vidéo. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je présente une vidéo à un étudiant qu'il va savoir l'exploiter efficacement pour son apprentissage. Ça, c'est une illusion. Je pense qu'on a tous à un moment donné, c'est de penser que parce que une vidéo, ça a l'air intuitif, présenter une vidéo, ça va répondre à tous les problèmes d'apprentissage, parce que maintenant, les jeunes générations aiment beaucoup les vidéos, ils sont sur TikTok et autres. En fait, non, ils sont sur TikTok, mais ils savent pas plus lire une vidéo que n'importe qui quand il s'agit d'apprendre. Et pour apprendre, ça veut dire qu'à un moment, il faut savoir se réguler soi-même, par exemple. Il faut savoir à quel moment je stoppe la vidéo, parce que j'ai pas compris. Or ça, tous les étudiants ne sont pas capables de le faire. Ça s'apprend, ça demande des compétences, et donc il faut les accompagner aussi dans la façon de lire une vidéo. S'ils étaient partis avec la volonté tout de suite de comprendre l'ensemble de la démonstration, c'était peut-être trop, parce que trop de concepts, trop de relations, et du coup les étudiants se noient. Si je les guide dans les étapes de traitement, dans entre guillemets la stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir étudier efficacement la vidéo, on augmente les performances des étudiants. Donc ça veut dire que la vidéo en soi n'est pas suffisante pour apprendre. On a besoin d'être guidé et accompagné. Tout dépend évidemment du type de vidéo qu'on utilise, tout dépend du type de contenu et de l'objectif pédagogique. Mais voilà les recommandations que je pourrais donner. Il y en a d'autres, mais je crois qu'on a prévu d'en parler, mais peut-être je peux donner un autre principe, le 5e, où je sais plus à combien je suis, une 5e idée pour les vidéos qu'elles soient appropriées, c'est d'éviter d'avoir trop de sources d'informations simultanément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe multimédia, hein, qui a été très étudié et qui marche très bien. C'est-à-dire que si je présente du texte, par exemple, dans ma vidéo, si je présente un schéma, une image, quelque chose d'animé, et qu'en plus j'ai un narrateur qui m'explique, ça fait trop de sources d'informations. J'ai du texte, une narration et un schéma. En fait, l'étudiant est complètement en partage ou en division de l'attention. Il n'est plus en capacité de savoir quoi prendre comme information, à quoi allouer son attention et comment croiser les informations. Donc, un principe qui marche plutôt bien, c'est qu'on va privilégier 2 sources d'informations dans une vidéo. Une source verbale d'information, donc ça pourrait être du texte ou une narration, et une information qu'on va appeler picturale, c'est-à-dire une image, un schéma, un mouvement qui est filmé, peu importe. Et on garde 2 sources d'informations. Et même pour aller encore un peu plus loin dans la recommandation, l'idéal serait d'avoir une narration, donc du verbal oral, et l'image, ce qui permet de se concentrer visuellement sur l'image, de prendre l'information et d'écouter la narration qui commente l'image ou qui explique ce qu'on est en train de nous montrer. C'est important qu'il y ait une complémentarité entre ce que j'entends et ce que je vois, sinon ça ne marche pas non plus. Donc si on respecte l'ensemble de ces principes, on augmente énormément les chances de l'utilité des vidéos pour les étudiants. Comme expliqué par nos experts, faire des pauses dans la vidéo est une bonne stratégie pour aider les apprenants à comprendre les informations complexes. Les principes pour réduire au maximum la charge cognitive sont les suivants. Présenter l'essentiel, structurer l'information pour mieux mémoriser, comme annoncer le plan de la vidéo par exemple. Afficher les informations importantes de manière fixe. Faire un guidage afin d'accompagner l'apprenant sur la façon d'étudier la vidéo. Et finalement, en suivant le principe de l'apprentissage multimédia, il faut éviter d'avoir plusieurs sources d'informations simultanément dans la vidéo et ne pas dépasser plus de 2 sources d'informations verbales et picturales. Ce podcast a été conçu par le service ICAP de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 dans le cadre du projet Include. Ce projet a été financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, au sein du programme France 2030.